Elle, c'est Mette Frederiksen, la première ministre danoise, élue depuis 2019 à la tête des sociaux-démocrates, un parti de gauche, et pourtant, elle n'a fait qu'amplifier la politique restrictive en matière d'immigration du pays. Mais alors, pourquoi le Danemark a-t-il pris une telle démarche? En quoi consiste la politique d'immigration du Danemark? Cette politique est-elle décriée ou au contraire admirée en Europe? On vous explique tout dans cette vidéo. Alors déjà pour vous situer un petit peu, le Danemark c'est un pays de 5,9 millions d'habitants qui se situe au nord de l'Europe, juste là. Et en fait, les premiers immigrés dans le pays sont arrivés à partir des années 1980. C'était essentiellement des immigrés qui venaient de Turquie, du Pakistan et de l'ex-Yougoslavie, puisque le patronat avait à ce moment-là besoin de main-d'œuvre pour ses entreprises. Sauf qu'en fait, dans les années 90, cette immigration qui était au départ choisie a été quelque peu dépassée par l'arrivée massive de migrants issus de Bosnie-Herzégovine et du Proche-Orient. Et du coup, en 2001, les sociaux-démocrates, qui étaient jusque-là au pouvoir au Danemark, vont le perdre au profit des libéraux et des conservateurs qui font la promesse de durcir la politique d'immigration dans le pays, des mesures d'ailleurs que je vous détaillerai dans la partie 2. Le Parti social-démocrate danois va alors entamer une révolution inédite dans le but de reconquérir le vote ouvrier qui était parti auprès du Parti populaire danois, un parti nationaliste, et va donc complètement durcir son discours sur l'immigration. Et lors de la campagne de 2019, Mette Frederiksen, l'actuelle Premier ministre, déclare même qu'elle souhaite qu'il n'y ait plus un seul demandeur d'asile dans le pays, dans le but pour elle d'intégrer davantage les immigrés qui sont déjà arrivés et de maintenir l'État-providence du pays. L'État-providence, c'est quand l'État intervient dans le domaine social pour réduire les inégalités. Aujourd'hui, tout le monde peut se soigner gratuitement ou encore aller à l'école gratuitement. Alors ces propositions sont quelque peu inédites pour un parti de gauche et elles vont d'ailleurs être beaucoup critiquées en Europe. En tout cas, c'est ce qui lui a permis d'être élu 2 fois, en 2019 comme en 2022. Il faut savoir que les Danois saluent cette politique très ferme en matière d'immigration. Ils sont en très grande majorité favorables à celle-ci. Alors de prime abord, ça peut vous paraître surprenant que le Danemark ait une politique d'immigration aussi éloignée que celle des autres pays de l'Union Européenne, puisque le pays est membre de l'Union depuis maintenant près de 50 ans, et que l'Union Européenne a normalement des règles pour empêcher d'être trop restrictif en matière d'immigration. Sauf qu'en fait, le pays a négocié des marges de manœuvre directement avec l'Union Européenne. Je vous fais un petit récap, on est en 1992, le traité de Maastricht qui a été adopté à une très courte majorité en France est lui rejeté au Danemark par une majorité de la population puisque les Danois craignaient que l'Union Européenne ne prenne trop de pouvoir au sein de leur pays et du coup l'Union Européenne est obligée de négocier avec le Danemark, c'est ce qu'on appelle les fameuses options de retrait qui vont permettre au Danemark par exemple de ne pas suivre la politique d'immigration imposée par l'Union Européenne. Bon voilà, maintenant que vous avez le contexte, on va s'intéresser au fond. Quelles sont concrètement les mesures qu'a mis en place le Danemark et pourquoi en parle-t-on autant? Mais avant ça, je me présente très rapidement, je m'appelle Mathieu Maillard, j'ai 20 ans et avec Lou Carroll, j'ai cofondé cette chaîne YouTube Le Vieux Continent. On parle d'actualité européenne, d'histoire européenne et c'est très important pour nous que vous puissiez vous abonner et que vous partagiez la chaîne pour qu'on puisse continuer à faire ces vidéos. Alors la politique danoise en matière d'immigration, elle a 6 choses principales qu'il faut retenir. La première, c'est que l'obtention de la citoyenneté danoise est très difficile. Pour devenir citoyen danois, c'est vraiment le parcours du combattant. Alors déjà, il faut avoir vécu pendant 9 ans au Danemark et être détenteur depuis plus de 2 ans d'un permis de résidence. Les candidats doivent aussi montrer qu'ils sont capables d'assurer leur subsistance, en gros qu'ils ont suffisamment de moyens. Et toute peine de prison, même si elle est avec sursis, empêche à jamais d'obtenir la nationalité danoise si on est étranger et qu'on vient dans le pays. Ensuite, il faut passer des examens pour montrer qu'on connaît l'histoire du pays ainsi que sa langue. Et les examens sont très difficiles à tel point que certains Danois eux-mêmes déclarent ne pas y arriver. La deuxième mesure phare mise en place par le Danemark, c'est le plan anti-ghetto. En gros, l'objectif c'est de ne pas regrouper tous les immigrés au même endroit. Alors il y a plusieurs mesures dans ce plan anti-ghetto, mais il y en a 2 principales. D'abord la première, c'est l'obligation de déménager. En gros, pour faire simple, les autorités danoises ne veulent pas qu'un quartier soit entièrement habité par des immigrés ou des descendants d'immigrés et ils peuvent donc demander aux habitants de ce quartier de déménager. La deuxième mesure importante de ce plan anti-ghetto, c'est que les peines peuvent être différentes selon l'endroit où le délit a lieu. En gros, ça veut dire qu'il y a des zones dans le pays où on va commettre un crime et ce crime va être 2 fois plus puni que si on l'avait commis dans un autre endroit du pays. Alors c'est une mesure qui est vraiment unique au sein de l'Union Européenne, qui a beaucoup fait débat, comme la première que je vous ai évoquée. La troisième mesure forte mise en place par le Danemark, c'est la demande d'asile qui se fait en dehors du territoire. En gros, une loi prévoit qu'une fois que les réfugiés ont envoyé leur demande d'asile au Danemark, ces derniers doivent quitter l'Europe et attendre dans des centres d'accueil qui se trouvent essentiellement au Rwanda. Alors là encore, mesure unique au sein de l'Union Européenne et qui fait évidemment beaucoup débat. La quatrième mesure forte mise en place par le Danemark, c'est la possibilité d'expulser des individus vers des pays en guerre. Le Danemark considère que la Syrie est désormais un pays sûr et que donc des clandestins syriens qui arrivent au Danemark peuvent être renvoyés dans le pays. La cinquième mesure forte, c'est la publicité du Danemark sur ces mesures. Le Danemark dissuade beaucoup les gens de venir en communiquant sur sa politique pour en fait désinciter les immigrés à tenter leur chance de venir dans le pays. Il y avait d'ailleurs des campagnes publicitaires du Danemark au Liban qui déclaraient qu'il y avait 50% d'aide sociale en moins à tout réfugié qui tenterait de venir dans le pays. Donc voilà, en fait le message danois est clair, ils incitent en fait les immigrés à ne même pas tenter leur chance pour rentrer dans le pays. Enfin la dernière mesure phare concerne le regroupement familial. Alors là déjà il faut être 2, avoir plus de 24 ans, parler bien le danois et remplir les autres conditions qu'on a vues en première partie. Et là le regroupement familial sera possible.
Donc voilà, je vous ai fait un bref panorama des principales mesures qu'a mis en place le Danemark. Mais alors concrètement, comment le Danemark justifie-t-il cette politique aussi ferme ? Alors il y a 3 points essentiels qu'a mis en avant le gouvernement social-démocrate de Mette Frederiksen. D'abord la préservation de l'État-providence. La deuxième, c'est également la politique d'accueil qui mirait aux classes populaires. Et la dernière, c'est que ça a permis de lutter contre les partis nationalistes, puisque du coup ce sont les sociodémocrates qui sont au pouvoir. Alors s'agissant de la première justification, il faut savoir que les Danois sont très fiers de leur État-providence. C'est d'ailleurs le pays en Europe qui paye le plus de prélèvements obligatoires juste devant la France. Et toute cette politique en fait de redistribution de richesses et d'aide sociale, les Danois veulent d'abord en être les premiers bénéficiaires. Ils estiment par ailleurs que s'ils ouvrent le pays à tout le monde, ils ne pourront plus assurer aussi bien l'État-providence qu'il ne l'est aujourd'hui. La deuxième justification mise en avant par les sociodémocrates, c'est que la politique d'accueil qu'ils prônaient auparavant aurait en fait trahi les classes populaires. Il faut savoir que le parti social-démocrate danois était, comme la plupart des autres partis de gauche en Europe, pro-immigration, mais en fait il a estimé que ça lui avait coûté l'électorat ouvrier et l'électorat populaire, et il a donc revu ses positions sur le sujet pour justement regagner les élections en 2019, puis maintenant en 2022. Les sociodémocrates estimaient en fait qu'en ayant voulu avoir une politique d'accueil très généreuse, ils avaient un peu trahi l'électorat populaire, donc en gros les plus démunis de leur pays. Enfin, le dernier gros argument qui est avancé par les sociodémocrates, c'est que ça a permis de faire reculer considérablement les partis nationalistes. En effet, en 2015, donc au pic de l'arrivée de réfugiés en Europe et même au Danemark, le parti nationaliste, le PPD, était à 21% des voix. Et lors des dernières élections, son score était de 2,6%. Alors du coup, ça a quand même obligé le parti social-démocrate à se convertir aux idées du parti nationaliste. Mais du coup, les sociodémocrates, c'est eux qui sont désormais au pouvoir depuis 2019. Alors déjà, il faut savoir que les premiers à saluer cette politique, c'est les Danois eux-mêmes. Mais il y a également beaucoup de responsables politiques. Alors déjà, il faut savoir que la droite à l'échelle européenne prend le Danemark en exemple dès qu'elle parle d'immigration. On a le président des Républicains, Erik Ciotti, qui s'est rendu au Danemark il y a quelques semaines et qui louait d'ailleurs récemment le modèle danois. Olivier Véran n'a pas repris les mêmes termes, le porte-parole du gouvernement, mais il s'est également rendu au Danemark pour voir un peu ce qui s'y faisait, et 2 sénateurs s'y sont également rendus il y a quelques temps. Donc voilà, globalement, le parti Reconquête, le parti du Rassemblement National et les Républicains reprennent en exemple le modèle danois, mais c'est essentiellement les Républicains qui pour l'instant l'ont fait. Alors évidemment, cette politique est très loin de faire l'unanimité. D'abord parce que, d'après certains, elle ne respecterait pas le droit international, les valeurs de l'Union Européenne, mais également beaucoup d'autres critiques qui ont été formulées, que je vais vous résumer maintenant. Alors si on regarde déjà du côté des organisations internationales, l'ONU s'est montrée très réservée sur les lois danoises, en estimant même que celles-ci étaient contraires à certaines règles du droit international. La réaction de l'Union Européenne était quelque peu similaire, puisqu'une majorité de députés européens ont estimé que les lois danoises étaient contraires aux valeurs de l'Union Européenne. Il y a également beaucoup d'autres critiques qui ont été formulées sur cette politique menée par le Danemark. D'abord l'argument du taux de natalité. En effet, le Danemark est un pays qui vieillit de plus en plus et le manque d'étrangers dans le pays se fait ressentir puisqu'il y a de moins en moins de naissances à présent vu que le pays se ferme de plus en plus. Alors le deuxième argument découle du premier. Comme les Danois sont de moins en moins nombreux, ils ont de plus en plus de mal à recruter des personnes pour travailler dans les EHPAD, dans les crèches ou encore dans les écoles. Et donc l'immigration est souhaitée par les partis qui s'opposent à Mette Frederiksen pour revitaliser le pays. Il y a également de fortes critiques qui ont été formulées par les ONG du pays qui dénoncent une discrimination ethnique. Les ONG s'inquiètent aussi du message qui est envoyé aux jeunes qui sont sans cesse ramenés à leurs origines étrangères ou à l'origine étrangère de leurs parents. Alors là, on s'est intéressé au Danemark, mais on a fait également le même genre de vidéo avec la Hongrie de Viktor Orban, s'agissant de l'état de droit, et également sur le bilan de Giorgia Meloni 6 mois après son arrivée en Italie. On vous met les liens juste au-dessus. D'ici là, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la politique danoise et surtout partagez la chaîne. Et on se dit à mardi pour une vidéo inédite. Je vous en dis pas plus.